Revenons maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire ce front républicain en 2024. Comment le mesurer? Il reste ces quelques points qui n'ont pas été abordés, mais je ne vais pas m'appesantir sur ces sujets parce qu'en définitive, les accords avec l'intervenant l'emportent très nettement sur les nuances. Passons sur ces aspects-là. Nous en restons avec les arguments qui apparaissent à l'écran à deux visions finalement de l'élection qui s'annonçait fin juin 2024, le RN pouvait-il l'emporter ou non? Point de vue sondeur, c'était plausible. Point de vue personnel, c'était hautement improbable. La question sous-jacente, c'est de savoir si la victoire dépend des forces propres ou de combinaisons favorables. Sans doute un petit peu des deux. C'est pour ça qu'il faut envisager une certaine complémentarité des points de vue. Pour ce qui touche à la régionalisation des votes d'extrême droite, cela avait été abordé dès les premières vidéos que j'ai réalisées, un vote plutôt concentré dans l'Est, qui doit bien évidemment se transcrire en majorité dans des circonscriptions qui, elles, sont nettement plus éparpillées, notamment au profit des départements urbains. Donc ces points-là peuvent être évacués, il ne reste plus que ces arguments à discuter sur le fond. Quand on parle de front républicain, il est bon d'avoir présent à l'esprit les précédents historiques et les principales caractéristiques. Je ne vais pas trop aborder la question de 1974, déjà parce que les cartes que je pourrais utiliser ont servi pour d'autres projets de publication, d'autres travaux en cours, donc je n'ai peut-être tout simplement pas le droit de les diffuser, je suis pas très au courant de tout ça, ça pourrait me fâcher avec les éditeurs. Passons. Toujours est-il que le point essentiel qu'on peut retenir pour 1974, même si c'est une approche peut-être anachronique, c'est que déjà, il s'agissait d'une sorte d'affrontement entre le bien et le mal, de part et d'autre, et cet affrontement s'était caractérisé par un sursaut à droite. D'autres composantes d'un potentiel front républicain de 74 s'affichent à l'écran, je vous laisse prendre le temps de les découvrir si explorer ces pistes vous intéresse. Bien évidemment, l'archétype du front républicain, c'est l'année 2002, que j'aborde également à travers d'autres travaux. J'ai des réticences à diffuser des cartes et supports qui sont soumis à des contrats d'édition actuels ou potentiels, mais si on ne prend en compte que la participation en faveur de Jacques Chirac au premier et au deuxième tour des présidentielles de 2002, le constat est frappant, c'est presque la moitié du corps électoral qui s'est rallié à Jacques Chirac entre les deux tours. En pourcentage d'inscrits, ces voix ont été multipliées par 4,5. Là, ce front républicain est indiscutable, en tout cas par la masse d'électeurs engagés. Bien évidemment, quand on transcrit ces valeurs en pourcentage exprimé, cela introduit quelques erreurs, mais je ne m'appesantis pas sur ce point, je l'aborde déjà très souvent. Pour ce qui touche à l'électorat lepéniste, c'est une opposition moitié moindre de l'opposition actuelle, qui a sans doute, pour accéder au second tour, bénéficié d'un concours de circonstances favorables. Qu'on l'analyse en pourcentage inscrit ou en pourcentage d'exprimé, les valeurs restent, quoi qu'il en soit, extrêmement faible. Au risque de me répéter, tant pis, toujours faussé dans le second cas de figure, je passe sur ce point. Les caractéristiques de ce front républicain de 2002 s'affichent à l'écran, là encore vous pouvez en prendre connaissance, y compris dans certains de ces aspects les moins connus, sur lesquels je ne m'étends pas trop ici. Les plus importants vont être repris dans l'analyse qui suit. Nous avons de nouveau parlé de front républicain en 2017 et en 2022. Là encore, les supports que je pourrais utiliser pour l'argumentaire sont déjà plus ou moins réservés à d'autres usages. Néanmoins, la question qui commence à se poser avec ce cycle électoral macroniste, dominé par la figure d'Emmanuel Macron, c'est de savoir qui est le réel bénéficiaire du front républicain, le président élu en exercice ou finalement son opposante. La question se pose de plus en plus en France comme dans d'autres pays du monde occidental, où est la République, où est la légitimité démocratique? Peut-être est-ce un effet pervers de la sécession des élites face au peuple souverain. Nous aurons l'occasion de voir ça dans une autre vidéo. Venons-en aux chiffres. Le Front républicain est d'abord et avant tout une question de participation électorale. De ce point de vue-là, aux législatives, la participation est nettement plus faible qu'aux présidentielles, ce n'est pas totalement une surprise, moins faible que redouté, mais faible tout de même, et le rebond de participation malgré tout constaté par rapport aux autres législatives, est-ce qu'il était plutôt tourné contre le Rassemblement national ou contre LFI, typiquement au premier tour des législatives? Jérôme Jaffray avance cette idée-là qui semble intéressante, mais je ne l'ai pas creusée outre mesure. Une chose est sûre, c'est que la participation décline dès le premier tour des législatives, et elle est même inférieure à ce que l'on observait lors des présidentielles de 2002, qui restent les pires présidentielles qui ont eu lieu, en termes en tout cas de mobilisation électorale.
il y a changement de standard d'une présidentielle aux législatives, admettons. En tout cas, même au second tour, la participation des Français a été plus faible pour les législatives 2024 que, une fois encore, lors des présidentielles de 2002, le plus mauvais cru. Et cela, tout mode de calcul confondu. En fait, si l'on parle de républicains et de mobilisation, eh bien, d'abord et avant tout, ce qu'il faut démontrer, ce qu'il faut voir, c'est que les suffrages exprimés baissent bel et bien du premier au deuxième tour. Au deuxième tour, ils se montent seulement à 62,96% du corps électoral. Au premier tour, à 64,98%. Dans tous les cas de figure, quel que soit le mode de calcul, du premier au deuxième tour, la réponse populaire a été faible à cet appel à faire barrage au Rassemblement national. Sur un autre critère, en revanche, du Front républicain de 2002, on observe une concordance lors des législatives 2024. Même lorsqu'un candidat RN se maintient au second tour, il arrive que des électeurs se désavouent. Alors là, c'est un relevé que j'ai fait de manière assez aléatoire par défilement des bureaux de vote. Ça a commencé avec la Loire-Atlantique, j'ai sans doute passé un petit peu trop vite les 44 premiers départements. J'ai dépeint un petit peu la configuration, il me semble que les défections sont très rares dans le Midi, ça pourrait être à vérifier. Quoi qu'il en soit, j'ai chiffré de manière un petit peu plus précise ces défections du premier au deuxième tour. D'abord concernant le Rassemblement national, elles se chiffrent donc à 0,32% du vote Rassemblement national au premier tour. En cas d'élimination du Rassemblement national au second tour, cela représente 3,46% du vote RN qui n'avait pas l'opportunité de s'exprimer nouveau. Dans le cas de l'extrême droite, cela monte à 3,99%. Et pour l'extrême droite, les désaveux restent relativement faibles à 0,56% du vote d'extrême droite du premier tour. Donc c'est un mouvement qui a existé. Des électeurs ont changé d'avis du premier au deuxième tour, même si leur candidat était encore présent. Cela s'était observé en 2002, typiquement en Alsace et en Haute-Savoie, et ça s'est reproduit dans un certain nombre de communes en 2024 à l'occasion de ce Front républicain des législatives. Les données relatives à la participation viennent d'être traitées. Il est également instructif de considérer les reports. Se sont-ils bien tournés comme escompté de l'extrême droite vers l'extrême droite? Nous venons de voir que partiellement non, et également des adversaires de l'extrême droite en faveur d'autres adversaires de l'extrême droite. L'avantage des législatives, c'est qu'elles offrent toutes sortes de configurations locales qui, sans doute mieux qu'un sondage, permettent de visualiser les évolutions de l'opinion dans ses sympathies, antipathies, en mouvement d'une année à l'autre. Quand on parle de report, idéalement, il faut pouvoir mesurer de manière assez fine les sorties d'abstention. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci non plus, en partie faute de temps, et également parce que sans analyse préalable des listes d'émargement des électeurs, ou sans autre estimation par quelque biais que ce soit, finalement, ce calculateur est assez inefficace. Les chiffres que je vais donc livrer partent du principe que ceux qui se sont abstenus au premier tour se sont pour l'essentiel abstenus au second tour. Alors, pas tous, puisqu'à l'échelle justement des bureaux de vote, nous pouvons voir que un peu plus de 81 000 électeurs sont sortis de l'abstention, ou des non exprimés plus généralement, abstention blanc et nul, pour intervenir sur le second tour. Néanmoins, ces nouveaux électeurs sont assez partagés. Leur choix se porte principalement vers la gauche, mais l'extrême droite est également bénéficiaire de ces voix. Autrement dit, de ce point de vue-là, s'il y a un petit front républicain des nouveaux électeurs, il est vraiment très faible et de toute façon se chiffre à 0,24% des inscrits, ce qui est très loin des 50% de ralliés à Jacques Chirac en 2002. Le Front républicain est-il une idée de gauche? Manifestement, il y a peu de voix dissidentes à gauche qui voteraient pour le mal, en l'occurrence l'extrême droite, avec un assez grand unanimisme. Les 2 600 000 électeurs de gauche qui n'avaient plus de candidats, soit parce qu'il avait été battu, soit parce qu'il s'est désisté en faveur d'un autre, ces électeurs de gauche donc ont massivement opté pour les candidats du centre et de la droite qui leur étaient proposés. La réciproque n'a pas tellement bien marché en revanche, et les électorats du centre et de droite ont hésité jusqu'au bout, à l'instar de leurs candidats et de leur personnel politique. Ils représentent une force à peu près équivalente à celle des électeurs de gauche qui n'ont pas pu renouveler leur choix du premier tour, 2 400 000 cette fois-ci, environ 6% des inscrits du deuxième tour.
Et comme vous pouvez le constater, pour moitié ils se sont tournés vers la gauche et ensuite de manière à peu près équitable entre les non-exprimés et les candidats d'extrême droite. Pour information, vous pouvez voir ici les reports des électorats divers et régionalistes qui n'ont pas pu renouveler leur choix au second tour. Ils représentent 0,27% des inscrits. Nous pouvons constater qu'ils penchent plutôt à gauche. Est-ce du fait du Front républicain ou de la nature même des divisions de la gauche? Cela pourrait être à étudier de manière un petit peu plus précise. En définitive, Front républicain, il y a eu sans doute au niveau des appareils, mais pour ce qui est de la réponse populaire, véritablement l'année 2024 peut apparaître comme un chant du cygne du Front républicain. S'il faut expliquer l'échec du RN, c'est d'abord par ses faiblesses structurelles et aucunement par les combinaisons tactiques, même si elles sont intervenues à la marge. En définitive, la surprise des sondeurs est peut-être imputable en partie aux méthodes de travail fondées sur des échantillons représentatifs et peut-être qu'introduire des protocoles d'analyse de la totalité du corps civique aiderait à enrichir le débat public, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'avancer en d'autres circonstances. Il n'empêche que les sondeurs, à l'image des analystes politiques, s'appuient certes sur des échantillons représentatifs pour des études quantitatives, mais aussi sur des échantillons pour savoir ce que les gens pensent quand nous n'avons pas d'autres sources disponibles, et sans eux, nous serions très souvent dans le flou. À ce titre, et même si je peux paraître plus critique envers eux qu'envers les autres, eh bien, j'insiste sur les remerciements que je leur adresse pour le travail accompli au quotidien. Merci.